Bonjour à tous, merci d'être revenus nombreux dans cet amphi pour cette table ronde que j'ai la chance d'animer, de modérer, sur Ukraine, Moyen-Orient, Afrique et sur comment la désinformation façonne les conflits modernes. C'est un sujet qui est extrêmement vaste, vous l'avez entendu, il a été évoqué de manière parfois perlée, de manière parfois extrêmement directe. C'est devenu un sujet réellement incontournable. Et pour l'évoquer, aujourd'hui, eh bien, on a un panel que je qualifierais d'exception. Modestement, on ne sourit pas vraiment. Nous avons avec nous Marie-Doa Besancenot, qui a été secrétaire générale adjoint à la diplomatie publique de l'OTAN et qui a rejoint depuis mars 2025, le ministère des Affaires étrangères, où elle conseille le ministre sur la communication stratégique. Merci d'être avec nous sur un agenda qu'on imagine plus que chargé. Nous avons aussi, Ladies First, Célia Lebure, qui a été correspondante de l'AFP pendant près de 10 ans sur le continent africain, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, avant de rejoindre le siège et de devenir chef de la cellule investigation numérique et fact-checking pour l'AFP, pour l'Afrique francophone, là encore, un théâtre extrêmement fertile. Et puis, je continue, Alessandro Accorsi, qui est journaliste, qui est expert en communication spécialisée, qui a la particularité de s'être spécialisé dans l'influence des technologies, dans les guerres, les conflictualités, les disputes, et qui a travaillé notamment pour l'International Crisis Group, et qui a été aussi dans l'équipe qui dirigeait les efforts de communication stratégique pour la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, pour l'Union européenne, correspondant régulier sur la zone du Moyen-Orient. Et enfin, last but not least, Shayan Sadarizadeh. Excusez-moi, je suis plus habituée par mes tropismes aux consonances russophones et ukrainophones, qui est senior journaliste à BBC Verify, qui couvre les conflits mondiaux et notamment toute la question technologique de l'IA, de la désinformation et de l'extrémisme. On lui doit plusieurs reportages sur différents conflits, l'Ukraine, Gaza et préalablement sur le Covid. Donc je vous l'avais dit, un panel d'exception. Peut-être quelques mots. 2014, on a le début du conflit en Ukraine, du Donbass. C'est un terrain qui est utilisé comme étant un laboratoire à ciel ouvert d'opérations informationnelles de tout genre. Et puis arrive 2022, l'invasion massive, les opérations informationnelles se déploient de manière massive, avec quelque part un acteur particulièrement agressif, particulièrement désinhibé, la Russie, qui est directement impliquée sur le territoire. Mais ce n'est pas le seul, peut-être un premier de cordée, peut-être un premier de classe, mais pas le seul. Et on voit que ces impacts-là ont un impact extrêmement fort sur les approches géopolitiques, géoéconomiques, et évidemment sur les approches diplomatiques. Donc, si vous me permettez, Marie-Doa, je voudrais commencer un petit peu avec vous pour que vous nous apportiez un petit peu la lecture que vous avez eue de ces changements d'un point de vue diplomatique, de ces acteurs et comment vous le transcrivez. Merci beaucoup. Vous l'avez un peu décrit, en effet, 2014, je pense que c'est bien de se projeter 10 ans en arrière parce qu'il y a eu une évolution assez évidente qui est au-delà des manipulations de l'information ou des opérations dans le champ informationnel au service des conflits, une grande évolution qui est le ciblage des populations civiles en parallèle de ce qui se passe sur les terrains militaires et qui change fondamentalement la donne et qui en font un champ de bataille à part entière. Donc bien sûr que ça impacte la diplomatie. Peut-être si on balaye un peu rapidement les différents tournants qui ont vraiment eu lieu depuis 2014. Donc vous avez cité la Crimée évidemment avec les petits hommes en vert. On sait que ce genre de tactique ça a perduré avec en 2022 lors de l'invasion de l'Ukraine des opérations dans le champ informationnel en Ukraine menées par les Russes dans chaque village qui devait être entre guillemets, libérés, accompagnés par la création de faux comptes ukrainiens massivement qui permettent de retracer le trajet prévu de la conquête territoriale. Donc tout ça, ça demeure.
Ensuite, il y a eu quand même un vrai tournant avec 2016, et on en parlera certainement, mais les élections américaines et l'usage de techniques de ciblage publicitaire dans ce champ, et la réalisation que, en effet, ces outils peuvent avoir un impact géopolitique très fort. 2017, grosse année de lancement de la propagande russe avec lancement de Sputnik, de Russia Today, etc. Donc une montée en gamme de la propagande très désinhibée. Gros tournant Covid, où crise de santé se double d'une crise de l'information dont on ne s'est jamais complètement remis. Et puis évidemment 2022 avec pour la première fois un conflit où vraiment l'opinion internationale est un champ de bataille complètement central dans un conflit qu'on peut suivre à la minute près, de vidéo en vidéo, avec des analystes installés dans le monde entier. Et enfin 2023, le 7 octobre, avec là sur un autre terrain, une diffusion vraiment massive d'informations sur ce conflit, qui pourtant n'est plus couvert sur le terrain par des journalistes, mais qui est massivement l'objet de récits, d'images projetées à l'international. Au milieu de tout ça, il y a évidemment les enjeux technologiques avec le rachat de grosses plateformes par Elon Musk, etc., qui ont complètement réduit le coût marginal de toutes ces opérations à zéro, parce qu'aujourd'hui, créer un faux site, créer toute une architecture de bot, ça coûte pas cher. Donc, tout ça fait qu'en effet, les populations civiles, les opinions publiques sont vraiment ciblées à part entière. On l'a vu encore le mois dernier en Pologne, où une opération, enfin on ne sait pas, en tout cas des événements d'ordre militaire, des survols de drones, sont accompagnés par des vagues massives de diffusion de récits dans le champ informationnel polonais. Ça a été analysé et comparé à la masse de données comparable à une élection présidentielle. Le nombre de récits diffusés, avec la majorité de ces récits qui attribuent la responsabilité de tout ce chaos à l'Ukraine. Donc on voit bien qu'il y a un investissement très fort qui est fait dans le champ informationnel, et surtout un ciblage très précis en langue locale, dans les langues nationales, auprès de certaines populations. Et un des grands trends qu'on voit, c'est même un micro-ciblage avec des opérations hyper localisées qui sont difficiles à inverser au niveau central national. Bref, donc tout ça, on peut dire que d'un outil tactique, la désinfo, l'usage en tout cas des manipulations de l'information est vraiment devenu une arme géopolitique globale. Donc comment on s'en empare lorsqu'on est diplomate? Je dirais la première chose que l'on fait, c'est de comprendre les différents playbooks des grands adversaires. Et ces playbooks, ils sont relativement transparents, ils sont assez affichés, mais il y a des techniques historiques que l'on retrouve évidemment, que l'on parle de la Russie, de la Chine, ou que l'on parle de partenaires proches, et ça c'est quand même un grand sujet aujourd'hui dans l'évolution actuelle, surtout depuis 2025, c'est qu'on a aussi des grands partenaires comme les États-Unis, comme Israël, qui investissent massivement aussi le champ informationnel et qui nous impactent avec des récits parfois antagonistes. Donc le premier élément, c'est de comprendre ce playbook et de réinvestir ce qu'on appelle, alors dans d'autres pays, la diplomatie publique, qu'on n'a sans doute pas appelée comme ça en France, mais qui répond à la logique d'une diplomatie qui doit se raconter en se faisant, qui doit s'expliquer davantage. Donc en plus des manœuvres diplomatiques qui continue avec une rapidité, une complexité peut-être quasiment jamais vue, et une créativité jamais vue en ce moment dans différents formats. En même temps que cela se déroule, anticiper comment cela va être raconté, défiguré, et raconter sa propre histoire. Ce qui est un équilibre, ce qui déjà pas très, est un peu contre nature pour des diplomates, mais qui est un équilibre pas facile à trouver entre le fait d'expliquer des manœuvres et de les laisser se dérouler en attendant les résultats. Le deuxième élément, c'est que, bien sûr, on n'y arrive pas tout seul, et l'essentiel des manœuvres décrites, elles ne touchent pas un seul pays, même si elles sont adaptées à chaque situation nationale. Donc la coordination internationale est vraiment très importante, non seulement dans la caractérisation de ce qui nous arrive, mais aussi, si possible, dans la dénonciation commune.
Donc ça, on a fait vraiment des grands progrès depuis fin 2018 avec la création au niveau du G7 d'un mécanisme de réponse rapide qui ensuite a été dupliqué au niveau de l'Union européenne avec un mécanisme d'alerte rapide qui permet aux alliés et aux pays de l'Union de s'alerter mutuellement sur ce qu'ils voient intervenir dans leur champ national. Et en général, entre voisins, on observe évidemment des phénomènes assez similaires. L'objectif de ça, c'est évidemment d'arriver à une attribution, idéalement, un peu sur le modèle de ce qui se fait dans le cyber, ou au moins une dénonciation commune. Et j'ai oublié l'OTAN, pardon, alors même que j'ai créé le mécanisme de l'OTAN. Mais donc, on a G7, UE, OTAN qui disposent tous de ce type de mécanisme. Ensuite, l'objectif, c'est, si possible, de réaliser des ripostes coordonnées. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à le faire. Déjà, ça suppose, pour des alliés, de révéler leur vulnérabilité aussi à leurs alliés, à leurs partenaires, ce qui n'est pas complètement naturel. Donc aujourd'hui, on a tendance à partager les choses une fois qu'on est très assuré de ce qu'on a vu et que c'est déjà un peu public. Ce qu'on a du mal à faire, c'est se partager les choses sous embargo, mettre en œuvre une riposte vraiment commune sur plusieurs mois. Des choses qui se font dans le cyber, mais qui ne se font pas encore complètement dans le champ informationnel, je dirais. Merci beaucoup. Alors, j'en profite pour dire que j'imagine que vous aurez tous beaucoup de questions. Ça va être des questions par l'application Slido. Il y aura un petit QR code. On vous laissera scanner ça pour pouvoir répondre à vos questions, ou en tout cas essayer d'y répondre. Alors, tu as parlé d'une mondialisation du conflit, de cette dispersion. L'amiral Vendier, tout à l'heure, nous a dit en avant, il faut y aller. Eh bien, écoutez, je sais reconnaître un ordre quand j'en reçois un. Allons-y, rentrons un petit peu dans le terrain, dans le dur. Encore une fois, si vous vous attendiez à avoir la définition de désinformation, mésinformation, non. On va rentrer vraiment dans du dur, dans du cas. Et on a parlé de la Russie, ce grand acteur turbulent, pour le dire ainsi, et évidemment qu'on a beaucoup évoqué sur le continent africain. Et Célia, je me tourne vers toi. Est-ce que tu pourrais un peu nous faire partager ton expérience sur les modes d'action, sur éventuellement la disparité? L'Afrique n'est pas un seul gros pays uniforme, c'est un continent riche de beaucoup de particularités. Est-ce que tu peux partager un peu ça avec nous? Oui, alors justement, en Afrique, on parle d'un continent qui est confronté à une conflictualité croissante, protéiforme, à l'image de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Mais ça va du Sahel aux insurrections djihadistes, jusqu'aux conflits dans les Grands Lacs, en passant par le Soudan. Donc on a énormément de conflits différents, mais ce qui est peut-être important quand même de poser juste rapidement pour comprendre les enjeux spécifiques, c'est qu'on est quand même en présence d'un taux d'analphabétisme qui demeure très élevé sur ce continent, et en parallèle, on a eu un taux de pénétration mobile et d'Internet absolument fulgurant en une vingtaine d'années. On est parti de 1% en gros des Africains qui avaient accès à Internet ou au téléphone à aujourd'hui ça va de 50 à 80%. Donc ça change tout dans l'approche qu'on a de l'information et de la culture en général. Donc on a une multitude d'acteurs impliqués, évidemment. On va quand même parler de la Russie, un peu incontournable décidément, qui a notamment depuis 2022 et son isolement quand même croissant sur la scène internationale, a cherché de nouvelles alliances et a opéré quand même un pivot assez impressionnant vers l'Afrique, et qui a recours à des moyens très divers et très décentralisés qui ont été déjà largement documentés. Voilà, mais on va avoir des médias d'État comme Sputnik ou Russia Today. On va avoir des faux centres de recherche et d'organismes de surveillance, des élections, par exemple. Et puis on va avoir des projets un peu plus costauds, comme le projet Lacta, qui avait été créé par Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, dès 2013, et qui s'articule aujourd'hui avec encore de nouvelles initiatives comme African Initiative, qui est une agence de presse russe extrêmement présente, notamment physiquement et officiellement sur le continent africain, qui organise beaucoup d'événements, y compris culturels, et évidemment avec les médias locaux. Et en fait, la Russie, alors je vais parler
pas mal du Sahel là, dans ce cadre-là, parce qu'elle a vraiment trouvé des alliés privilégiés dans cette région, parce que donc on est en présence de pouvoirs militaires qui font face à une montée en puissance de groupes djihadistes, qui cherchent d'une part à asseoir leur légitimité, à convaincre qu'ils sont en train de renverser le rapport de force en leur faveur, même si c'est pas toujours le cas, et qui utilisent évidemment la France comme une cible majeure et récurrente pour expliquer notamment d'éventuels échecs. Donc il y a vraiment une collaboration étroite entre ces acteurs, et c'est là que vraiment j'insiste sur l'importance de ne pas négliger les dynamiques endogènes qui sont à l'œuvre, parce que souvent, notamment les observateurs occidentaux, ont pu mettre en avant le fait que la Russie, le grand méchant loup, tire les ficelles. En l'occurrence, il y a vraiment un terreau extrêmement profond, historique, de revendications et d'aspirations aujourd'hui, notamment d'une jeunesse africaine, alors qui remet en cause les relations avec les anciennes puissances coloniales, en premier lieu la France, avec des frustrations sur ce qui est perçu comme l'échec, par exemple, d'une opération Barkhane au Mali et au Sahel, avec la perception aussi d'un deux poids, deux mesures dans la manière dont on considère que certains pays sont fréquentables et d'autres pas. Et puis, mais il y a aussi de très grandes frustrations plus internes vis-à-vis de gouvernements qui ont été démocratiquement élus et qui, en gros, depuis les indépendances, n'ont absolument pas répondu aux aspirations et notamment, par exemple, à l'accès aux besoins de base, aux services de base aujourd'hui. Et on le voit, ça fait écho typiquement au mouvement de la Gen Z aujourd'hui de Madagascar au Maroc, de jeunes qui sont vraiment en train de se révolter contre leurs propres gouvernants. Donc aujourd'hui, il y a cette aspiration à avoir une revalorisation de leur propre patrimoine, de leur histoire, de leur identité, qui fait vraiment le lit des souverainismes actuels et qui aussi fait le lit de ces nouveaux partenariats comme avec la Russie. Donc voilà, donc il y a vraiment ces acteurs locaux qui ont leurs propres agendas. Je vais prendre un exemple assez édifiant, par exemple celui du Burkina Faso, où on voit bien cette articulation dans la désinformation entre les acteurs russes et locaux. Par exemple, à partir de 2022, on a vu émerger des tonnes de fausses pages, faux comptes, Facebook, etc., qui ont commencé à... qui intervenaient sous la houlette d'un groupe qui s'appelait le groupe panafricain pour le commerce et l'investissement, le GPCI, qui était en fait financé par l'Oba Invest, une société liée à l'extraction minière en Centrafrique et donc au groupe Wagner, et qui ont énormément travaillé sur le récit pour contrer l'influence très néfaste de la France et pour glorifier l'action véritablement de gens comme le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, qui aujourd'hui se compare justement à Sankara et aux grands héros post-indépendance, voilà, qui vraiment nourrissent ce récit-là en profondeur. Alors Facebook a fait supprimer des centaines de ces comptes-là, mais en fait, c'est vraiment une histoire sans fin parce qu'on voit qu'en fait ces comptes et ces actions refleurissent en permanence. De la même manière, le projet Lacta n'est pas mort avec son fondateur Prigojine. Et on a vu typiquement une campagne encore en 2024-2025 extrêmement intéressante qui ciblait les diasporas africaines en France, qui visait en fait à accuser le gouvernement français de préparer l'envoi de contingents d'immigrés africains sur le front ukrainien. Et donc là, vous avez en plus, alors c'est assez ingénieux parce que vous avez d'un côté donc une diffusion de fausses annonces de recrutement par France Travail pour recruter donc des analystes de bases de données, des ingénieurs en explosifs au Cameroun. Ensuite, vous avez massivement diffusé la vidéo d'un citoyen camerounais qui va raconter comment il a été recruté. Et puis enfin, vous avez, parce que c'est là où c'est pas que sur le plan du numérique que ça se passe, l'organisation de faux rassemblements à Paris, dans la capitale, bien réelle, avec des manifestants qui tiennent des pancartes et qui disent non, non, la France
Voilà, ne nous fais pas ça. Donc voilà, on a vraiment des choses très très diverses et aussi, je pense qu'il faut aujourd'hui, alors tout ça c'est l'aspect évidemment de l'intervention notamment russe, mais il faut aussi pas négliger les autres acteurs extérieurs, puisqu'on a évidemment alors, des grands pays comme la Chine qui sont très présents aussi. Et alors, la Chine, typiquement, ça va être des moyens d'action un petit peu différents parce qu'elle est quand même beaucoup moins agressive et hostile dans le contre-narratif et dans le récit qu'elle fait en Afrique. Mais elle va beaucoup plus... alors, elle va quand même se faire le relais de ce récit pro-BRICS, pro-Nouvel Ordre Mondial, comme les Russes, évidemment, qui vise à discréditer ce que peuvent faire les régimes libéraux occidentaux aujourd'hui. Mais elle va aussi quand même beaucoup mettre en avant ses réalisations économiques, tous les investissements, le modèle économique du PCC chinois. Et ce qui est intéressant, c'est en termes de soft power aussi, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est aujourd'hui on voit beaucoup d'accords qui sont noués pour du partage de contenu gratuit avec les médias africains. Donc des articles produits par des Chinois en Chine sont traduits et vont être copiés-collés directement et en fait diffusés massivement dans les médias africains sans qu'on sache qu'en fait c'est produit par les Chinois. Merci beaucoup. Alors, tu évoquais avec la Chine la poussée d'un narratif positif quelque part qui ne va pas forcément directement détruire mais proposer une option. Est-ce qu'on a peut-être d'autres acteurs moins attendus qui peuvent utiliser quelque chose qui paraît comme globalement positif, en tout cas aux yeux occidentaux, et qui l'utilisent à d'autres fins, par exemple? Oui. Alors je glisse juste un petit mot quand même, parce que sinon on pourrait nous le reprocher, c'est que la France a pu être quand même accusée aussi, alors pas directement les institutions, mais typiquement en 2020, Facebook a fait supprimer des comptes qui étaient associés à des individus ayant des liens, par exemple avec l'armée française, même si elle s'est bien gardée d'attribuer ces opérations aux institutions françaises, enfin, qui se livraient à des activités soi-disant donc de propagande sur les réseaux sociaux et qui visaient par exemple le Mali et la Centrafrique pour vendre un discours très positif notamment de la France sur le continent. Certains diront que c'est de bonne guerre. Mais par ailleurs, je pense à quand tu parles d'acteurs moins attendus, un phénomène qui est passé un peu sous les radars et qui est vraiment hyper intéressant, c'est par exemple certaines ONG qui vendent un discours qui sur le papier est inattaquable et qui parle à toutes les jeunesses du monde sur le réchauffement climatique et la protection de l'environnement, et qui viennent donc faire de la conservation, qui passent des contrats avec les gouvernements africains. Je pense à une en particulier, African Parks, parce qu'elle a été l'objet... Elle a été fondée par un milliardaire néerlandais et elle a fait l'objet de plusieurs enquêtes journalistiques très critiquées là-dessus, même si elle s'en défend, qui en fait a noué des contrats avec les gouvernements et qui en fait occupe le vide laissé par le pouvoir dans des zones souvent frontalières où opèrent une multitude de groupes armés, où c'est un bazar pas possible. C'est très difficile de remettre de l'ordre là-dedans. Et en fait, eux, donc, ils ont un mandat qui est de conservation de l'environnement. Donc l'idée, c'est d'empêcher le braconnage, de protéger les animaux, d'empêcher l'exploitation illégale du bois, par exemple. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, en fait, on retrouve des éco-gardes ou des rangers armés. Et les témoignages qui ressortent, c'est qu'ils font parfois de la sécurisation de frontières ou qui se retrouvent très proches des militaires qui font des opérations anti-djihadistes. Et ça pose beaucoup de questions, en fait, sur le mandat qui est réellement attribué à ce genre d'acteurs qui opèrent dans des zones grises totales, mais qui sont là pour faire du vert et qui se retrouvent finalement parfois accusés de néocolonialisme vert. Voilà. Merci beaucoup pour ce panel. Alors évidemment, les sujets sont denses. On pourrait passer une journée pleine sur chacun des sujets. J'aimerais bien te passer la parole, Alessandro, pour que toi, tu nous donnes un éclairage sur ta zone d'expertise, sur la façon dont l'objet informationnel a été utilisé donc dans un conflit ouvert.
et qui a été particulièrement vif et qui a animé la sphère médiatique. Oui, je veux en faire tout d'abord, merci pour l'invitation. Je veux m'exprimer en anglais parce que je veux parler de Gaza et c'est un sujet un peu compliqué pour mon niveau de français, donc I'm going to switch to English. When we're talking about Quand on parle des conflits et de l'information, on pense souvent à l'Ukraine, Gaza, bien sûr, le Soudan, d'une autre manière. Mais je pense que Gaza, et beaucoup de mes recherches sont focalisées sur Gaza, je pense que ça va être un cadre on va voir dans beaucoup de conflits dans l'avenir. Et aussi, quand on voit ce qu'on a vu hier, quand les chefs des armées ont parlé des moustiques qui se collent sur notre pare-brise hier, ce qu'on a vu, c'est un bombardement d'informations. Certaines informations étaient vraies, d'autres étaient faux, mais peu importe, parce que le but, c'est le même, c'est de nous déstabiliser. C'est de travailler sur nos émotions, c'est de nous mettre en colère ou, au contraire, nous rendre contentes, mais de créer des doutes. Ils ont créé une réalité alternative. Et du coup, les faits, la réalité ne compte plus. Et quand les faits ne comptent plus, on peut tout imaginer. On peut imaginer même les choses pires que la réalité. Et c'est ça ce qu'Israël a mis en place comme une stratégie. C'était une stratégie à long terme, il était documenté, et ça, ils ont démarré au moins depuis la guerre au Liban, depuis 2006, quand Israël s'est rendu compte qu'ils étaient en train de perdre la guerre d'information, et ils ont investi beaucoup depuis 2014. Je parle de l'Israël pour 3 raisons principales. Je peux parler de Hamas et d'autres acteurs, si vous voulez, dans la phase des questions, mais il y a 3 raisons. Le premier, c'est que c'est un conflit asymétrique. Sur le terrain, c'est clair, mais aussi asymétrique et même plus dans l'espace numérique. D'un côté, on a un acteur étatique qui peut coordonner les activités de plusieurs organisations en même temps. Et de l'autre côté, on a une coalition très hétérogène des acteurs qui peuvent être la masse. Ce peut être des citoyens comme entre vous, qui peuvent peut-être mettre quelque chose sur, parler de libérer la Gaza sur les réseaux. C'est pas coordonné. Donc on a un acteur qui a beaucoup de ressources, qui a les leviers politiques, financiers et technologiques pour enfreindre aux règles, ou aussi pour quasiment éradiquer certaines récits. C'est le seul acteur qui est capable de formuler une stratégie cohérente. La deuxième raison, c'est l'impact. Je ne pense pas que quand on parle de Gaza, on devrait parler juste de désinformation. On devrait parler, quand on parle des opérations d'influence, quand on parle de le but de des opérations, sont de changer la perception ou le comportement. On peut avoir un débat, on peut dire Israël a fait les opérations qui n'étaient pas un succès. On pourrait dire aujourd'hui qu'Isolé est plus isolé que jamais et peut-être à moins de sécurité. Il y a un mouvement au niveau mondial de protestation contre l'Israël. Si on regarde un point de vue de la guerre informatique, est-ce que l'Israël a atteint ses objectifs sur le terrain grâce à ces opérations d'informatique? Si on voit que pas juste le moyen de gagner une guerre, mais juste une partie particulière de guerre, c'est un succès. Il y a 2 ans et 3 jours, on n'aurait jamais pu imaginer qu'en 2025, on aurait pu voir un conflit où la distribution de l'aide serait privatisée. Quand les OGN ne pouvaient pas faire leur fonction, qui était délégitimisée. Quand plus de 200 bénévoles étaient tués. 82 dans une année en 2023. Dans un seul conflit, il y avait plus de 200 journalistes tués. On n'aurait jamais pu imaginer en 2025, avec tous les tétrabits de données qu'on produit tous les jours, qu'on aurait encore les zones entières de Gaza, qui est très très petit. On ne sait pas du tout ce qui se passe, parce qu'il n'y avait aucune documentation. Il y avait des coupures d'électricité, il n'y avait pas de couverture de réseau. Donc, et ça, c'est un plan qui peut l'utiliser pour les conflits futurs. Parce qu'on sait que les acteurs, ils apprennent les uns des autres. La Russie a appris beaucoup de choses de ce qui s'est passé dans le Golfe après le printemps arabe. Après,
l'Israël a pris beaucoup de Russie, les Ukrainiens ont pris beaucoup des autres, et on sait que les apprend les uns des autres. Et c'est la base de leurs innovations. Et on a vu qu'il y avait beaucoup d'innovations dans ces guerres, dans ces conflits. On a vu que l'Israël a utilisé les avantages qu'ils ont de l'intelligence artificielle pour promouvoir certains outils. Et aussi, l'Israël, on a permis à Israël d'enfreindre aux règles d'une certaine manière qu'on n'aurait jamais permis à faire à la Russie, par exemple. On a permis à l'Israël à publier des vidéos sur YouTube et aussi sur les applications de gaming comme Angry Birds. On n'aurait jamais imaginé, on n'aurait jamais permis à la Russie de mettre ses publicités de propagande sur ces sites-là pour dire que l'Ukraine était juste un État proxy. Par exemple, c'est un plan pour les agresseurs de l'avenir parce que les règles étaient affaiblies et on n'a plus de deux poids, deux mesures. Dans les guerres précédentes à Gaza, et je finirai sur ce point-là, la stratégie était beaucoup plus claire. L'Israël n'a pas beaucoup changé leur façon d'opérer. En 2014, 2018, 2021, l'Israël a essayé d'inonder le champ avec certains récits et de supprimer d'autres d'une manière sélective, mais ça n'a pas marché parce que de l'autre côté, on avait ce qu'on appelle les faits. Des faits, des documents. On a eu des faits, des preuves de la violence en Gaza qui a pu contrer ces récits. Mais maintenant, le monde a changé. Maintenant, le réseau social, c'est des sociétés, c'est des plateformes. Et ces plateformes, on ne les tient pas responsables pour leurs plateformes. Et nous aussi, nous avons changé parce que, à force d'être exposé à toutes ces informations depuis 10 ans maintenant, on ne croit plus. On ne croit plus que tout est des informations et quand rien n'est vrai, quand on est bombardé par les informations, on ne sait plus ce qu'il faut croire. On revient à nos propres points de vue et notre propre préconception et on croit que ce qu'on a cru avant, ce qu'on veut croire. Et quand les faits n'existent plus, on peut tout imaginer. Ça sera notre alibi pour être un peu en retard sur la table ronde quand vous applaudissez. Tu as évoqué, tu comprends très bien le français, donc je vais faire ça en facilité. Tu as évoqué l'usage des jeux, de ce que l'on appelle en bon franglais la gamification de l'influence. Est-ce que tu as d'autres exemples là-dessus? Parce que ce qui est très intéressant, si on le voit, une conflictualité qui contracte le temps, qui contracte les frontières, qui les traverse d'ailleurs, et qui finalement va cibler tout à chacun. La cible, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui, ce sont des civils. Et là, sur les jeux, on élargit encore un petit peu le spectre, en tout cas sur cette approche de gamification. Est-ce que tu as peut-être des éléments en plus sur ce sujet-là? Et n'hésitez pas à prendre la parole les uns et les autres. Oui, je pense qu'il y a un élément qui rentre dans le domaine de la gamification. C'est ce qui se passe dans le monde sur les guerres, on le sait de manière synchronique. On le voit tout de suite sur nos téléphones pendant qu'on regarde en même temps des vidéos de chaussures ou de gens qu'on connaît. Et ça, c'est des vidéos qui sont peut-être arrivées il y a 5 jours, il y a 5 minutes, on ne sait pas. C'est synchrone et on n'a pas le contexte. Donc, ça contribue à présenter cet élément de gamification. Il y a beaucoup, par exemple, de mimification, d'utiliser des choses qui deviennent virales, d'utiliser des memes, et pas seulement les esthétiques, les graphiques de jeux de guerre, mais tout ce qu'on utilise tous les jours pour engager le contenu et pour renforcer cette synchronisation de contenu qui nous bombarde d'informations et qu'on ne comprend pas toujours. Et des fois, ça nous invite à y participer d'ailleurs. Un des exemples les plus parlants, dont on ne parle pas assez, c'est dans ma recherche que je l'ai découvert, c'est que les soldats, dans chaque guerre, documentent leurs actes de violence et ils les partagent en général. Et ils les partagent entre eux.
parce qu'ils ont honte de ces actes de violence qu'ils commettent. Dans ces guerres, on voit des soldats qui postent des vidéos de ce qu'ils faisaient à Gaza, sur TikTok, sur Instagram. Et ça fait partie de tout ce contenu viral pour inspirer les autres, pour ne pas faire ce qu'ils faisaient, par exemple. Ou, on a vu ça également sur des applications de rencontres pour peut-être montrer qu'ils étaient très sexy et trouver des filles qui étaient intéressées par coucher avec eux. Et à un moment, il y avait aussi un élément où c'est devenu un jeu pour le soldat qui en a le plus de ces vidéos. Et cela mobilise le public aussi à l'extérieur de la guerre. Ça mobilise les gens qui vous soutiennent et qui sont pour vous soutenir encore plus activement, comme si on était dans un match de football et pas sur un conflit. Et d'un autre côté, en donnant des armes à vos opposants et leur attiser encore plus leur rage. Donc ça attise ce cercle de polarisation qui est infernal. Cheyenne, je vais passer à toi. On a évoqué l'Ukraine depuis 2014 comme étant une forme de laboratoire à ciel ouvert. Où en est-on aujourd'hui de ce théâtre de guerre? Où en est-on au niveau des attaques, au niveau de la réponse? Et puis, on a parlé de gamification, on a parlé d'usage des réseaux sociaux, on a parlé du fait d'utiliser le monde réel, et puis de croiser entre le monde réel et puis cette capitalisation, hein, tu l'as évoqué, Célia, dans le monde numérique. À propos de numérique, quel est là-dedans le rôle des nouvelles technologies, de l'IA? Comment est-ce que ça sera notamment mobilisé? Est-ce que tu peux nous apporter ton expertise sur ce point? Thank you. Merci. Tout d'abord, je m'excuse de ne pas parler français, de parler anglais, mais je suis vraiment un archétype d'un ressortissant du Royaume-Uni qui a appris le français à l'école, mais qui ne sait pas l'utiliser. Je n'étais pas le meilleur des élèves. Donc, je m'excuse à tous pour m'exprimer en anglais. Je pense qu'on a tous besoin de comprendre aujourd'hui. Tout d'abord, on vit dans une époque qui est complètement sans précédent en termes du fait que dans les derniers 3-4 ans, on a vu des conflits très importants se succéder dans des vagues dont on n'avait pas l'habitude. L'Ukraine, bien sûr, Gaza, l'Inde et le Pakistan, Israël, Iran. Et ça, ce sont des conflits géopolitiques majeurs qui ont une influence énorme partout dans le monde et qui se sont succédés les uns après les autres. Et je pense que nous sommes tous assez choqués de voir cela. Mais en même temps, nous devons réaliser que les conflits au XXIe siècle ne se passent plus juste sur le champ de bataille. Ce n'est plus que des tanks, ce n'est plus seulement des tanks et l'artillerie ou des bombardiers qui font partie du conflit. La plupart est également une guerre d'information, et surtout sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que maintenant, on est tous contaminés. On a vu cela avec le conflit sur l'Ukraine, pas seulement en 2022, quand l'invasion a démarré, mais en revenant en arrière jusqu'à 2014, quand il y a eu l'invasion de l'Est de l'Ukraine, après qu'ils aient fait des démonstrations, des protestations. On l'a vu en Syrie, pendant la guerre de Syrie. Et dans les dernières années, les réseaux sociaux sont utilisés de manière impressionnante par beaucoup de personnes pour avoir accès aux nouvelles. Et on voit que dès qu'un conflit démarre, on voit une vague de désinformation sur les réseaux sociaux, dont une grande part passe complètement sous le radar et qui malheureusement influence ce que les gens pensent. Certains sont utilisés par des gens qui sont opportunistes. Moi, j'appelle ça de la recherche d'engagement. C'est fait par des sociétés de réseaux sociaux. Quand une guerre éclate, beaucoup de gens y prêtent attention et on en profite pour poster des contenus, des posts qui sont intéressants, mais en même temps
qui ne sont pas basées sur la vérité. Mais ça sollicite beaucoup d'opinions. Et vous gagnez de l'argent avec ça. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont des opérations qui visent à gagner de l'argent sur l'information pendant les conflits. Comme le Covid, par exemple, aussi. Ça a été le cas. Mais certains font partie... Mais un élément de ça, c'est la guerre de l'information. Sont des gens qui sont très engagés à l'égard dans le conflit, qui veulent protéger leur côté, ou alors ceux qui se battent contre et qui veulent influencer et utiliser cette information pour montrer à tout le monde qu'ils ont raison de se battre, particulièrement en Ukraine d'ailleurs. C'est tellement évident que la Russie est pleinement engagé dans cette guerre de l'information. Il dépense beaucoup d'argent et d'efforts dans les dernières années, même depuis 2014, mais particulièrement depuis 2022. Et moi, je dirais que la plupart d'entre nous ne reconnaissent même pas certains des éléments que l'on voit sur Facebook ou TikTok ou Instagram. Et c'est financé ou c'est complètement réalisé depuis la Russie. Mais on n'a aucune idée que c'est le cas. Nous, parfois, on a de la chance. On voit que là, il y a des recherches, on voit des éléments qui sont fournis par des chercheurs, des informations sur les réseaux sociaux qui sont vraiment dédiés à influencer la manière dont on pense sur le conflit. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, 2 ans de ça, moi et 2 de mes collègues, nous étions en train de chercher sur Instagram, comme on fait tout le temps, pour voir ce qui était viral sur un conflit et ce que les gens pensaient. Et on est tombé sur des vidéos qui étaient produites de manière très professionnelle. Elles duraient 1 minute à peu près. Et elles étaient postées par des comptes qui avaient une seule vidéo et sont des comptes qui prétendent d'être détenus par quelqu'un qui est en France, en Allemagne, en Pologne, en Italie, au Royaume-Uni. Et ils ont une seule vidéo sur leur compte et on en a trouvé des milliers de ces comptes, chacun avec une seule vidéo. Et toutes ces vidéos, qui étaient 1 minute, étaient faites pour vous montrer ou pour vous dire que l'argent que les gouvernements occidentaux envoyaient à l'Ukraine était utilisé par les autorités ukrainiennes pour s'enrichir eux-mêmes. Donc, vous voyez, en France, posté par quelqu'un qui a l'air d'être une Française normale. Et le président Zelensky et sa femme avaient acheté une villa à Cannes pour 20 millions d'euros. Ça fait partie de ces informations qui circulent avec l'argent qui ont été donnés par le gouvernement français, anglais ou américain. Ou alors, vous voyez une autre vidéo d'un compte allemand qui dit que le ministère de la Défense ukrainien ou le chef d'État des majors d'Ukraine a acheté une immense maison à Berlin ou à Barcelone. Et ces vidéos duraient 1 minute et l'audio était généré par l'intelligence artificielle et on voyait très clairement que ce n'était pas une vraie voix, que c'était une voix créée par l'IA. Et ça a été créé, on montrait des maisons, des voitures de luxe. Donc, on a commencé à regarder tous ces comptes de plus près, ces vidéos de plus près, et on a vu que la plupart de ces maisons, de ces voitures de luxe qui étaient dans ces vidéos, on les a trouvées, on les a tracées, on a trouvé les propriétaires, et la plupart des cas, les gens nous disaient, ben non, le propriétaire de cette villa, c'est un Français ou c'est un Allemand ou un Américain qui l'ont acheté, et dans la plupart des cas, c'était des villas qui étaient d'ailleurs en vente. Donc, on a contacté l'agent immobilier dans chacun de ces pays européens et ils nous ont dit non, cette villa n'est certainement pas la propriété d'un politicien ukrainien ou d'un général ukrainien ou du président Zelensky. Elles sont en vente ou alors elles appartiennent à des propriétaires qui ne sont pas du tout ukrainiens. Et ensuite, on a commencé à envoyer des messages à ces comptes pour leur demander qui êtes-vous réellement ? Où est-ce que vous avez obtenu ces informations? Est-ce que vous avez fait cette vidéo vous-même? Est-ce que vous êtes conscient que cette vidéo que vous postez est très semblable à toutes ces autres vidéos, etc., dans des langues différentes? Et
Et ils ne nous répondaient pas. Donc, on est allé voir TikTok et on leur a dit, on leur a donné une liste de ces comptes et on leur a dit, voilà, on a trouvé ces milliers de comptes dans différentes langues qui postent des choses très spécifiques sur la corruption en Ukraine. Mais on a fait des enquêtes et on a découvert que les histoires de ces vidéos sont toutes inventées, complètement fabriquées. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces vidéos sont virales. Donc, dans un cas, une vidéo a eu 1 million de vues. D'autres a eu 4 millions, 5 millions de vues. Et on a vu toutes ces... On a eu plus de 100 millions de vues si on compte toutes ces vidéos ensemble. Et vous voyez des utilisateurs français qui répondaient à ces vidéos en disant « C'est vrai, moi je ne savais pas que l'argent qu'on envoyait, parce que c'est l'argent des contribuables, bien sûr, qu'on envoie en Ukraine, c'est utilisé par les politiciens ukrainiens pour acheter une maison à Cannes. C'est incroyable. Pourquoi on envoie cet argent ?» Ou alors quelqu'un en Allemagne, quelqu'un au Royaume-Uni. Et bien sûr, les gens étaient fâchés, très en colère contre ça. Donc on est revenu vers TikTok, on leur a dit « Est-ce que vous pouvez faire une enquête là-dessus et nous dire qui sont ces comptes, est-ce qu'ils ont des vrais comptes? Et deuxièmement, s'ils ne sont pas vrais, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a vraiment des gens en France, en Allemagne ou en Pologne qui ont des points de vue différents, bien sûr, et qui sont opposés à l'envoi de fonds en Ukraine, qui est un point de vue tout à fait légitime. On est dans des pays démocratiques, on a le droit de penser ce qu'on veut. Mais s'ils ne sont pas vraiment des gens qui viennent de Pologne, de France ou d'Allemagne, ça, c'est une information qui est très intéressante pour nous. Donc, TikTok nous a répondu, OK, donnez-nous un peu de temps. Et un mois plus tard, ils sont revenus, ils nous ont dit, en fait, on a découvert, vous avez 1000 comptes, il y en a 12 000 en fait. Et tous ces comptes font partie d'une opération coordonnée que nous pensons part de Russie. Et ils font semblant d'être des personnes en France, en Allemagne ou en Pologne. Et ils essaient de convaincre les gens que l'argent que leur gouvernement envoie en Ukraine est utilisé à des fins de corruption par les autorités ukrainiennes. Et ils nous ont dit à l'époque, et ça c'était à la fin de 2023, début de 2024, que c'était la plus grosse opération d'influence qu'ils ont vue sur leur plateforme. Et ils les ont arrêtés et on a remarqué quand ils ont fermé ces 12 000 comptes, très rapidement, quelques mois plus tard, ils ont commencé à réapparaître. Pas les mêmes, mais de nouveaux comptes qui ont commencé à réapparaître, pardon. Et à chaque fois qu'ils postaient ces vidéos devenaient virales, bien sûr. C'est la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent aujourd'hui. Donc, je vais vous donner un autre exemple. L'an dernier, quand le président Zelensky et sa femme étaient à Paris pour la cérémonie du jour J, et on a vu ça sur X, Instagram, TikTok, sur les réseaux sociaux. Le président Zelensky, sa femme Oksana, acheté une voiture Bugatti de luxe pour 1,5 million d'euros pendant les célébrations de la libération à Paris. Et c'était très obscur, ce site. Il s'appelait Vérité Cachée, ou ce compte. Et la BBC a un bureau à Paris, donc on contacte nos collègues. Vous connaissez ce site web, vous savez qui c'est. Ils me répondent non. Donc ensuite, on a regardé les reçus qui étaient soi-disant produits et montré que Olana avait acheté une Bugatti à Paris pour 4,5 millions d'euros le jour des célébrations de la libération. Donc, on est allé voir Bugatti, on leur a dit « Est-ce que c'est un vrai reçu ?» Ils ont dit « Non, bien sûr que non. » On leur a demandé « Est-ce que vous avez vendu une Bugatti à Olana Zelensky ?» Non, ce reçu est complètement faux. Il n'y a jamais eu de transaction de la sorte. Donc ensuite, on est allé voir ce site web français et on a essayé de trouver le propriétaire et on a vu que le site web avait été monté 5 jours avant que cette histoire devienne virale. Et l'histoire et le site, en fait, avait l'air d'être tout à fait un site normal d'information. Il y avait plein d'histoires, surtout sur l'Ukraine et la Russie, et beaucoup d'histoires sur la France aussi, d'ailleurs. Ça avait tout à fait l'air légitime et d'un site d'information français normal.
normal. Donc on a commencé à vérifier tous les jours l'histoire sur la France et on a vu que la plupart d'entre elles étaient des vraies histoires qui étaient publiées par les journaux français normaux, mais qui ont été réécrits de manière légèrement différente, de sorte à ce qu'on n'ait pas l'impression que ça avait été un copier-coller direct du Monde ou de Libération, mais c'était les mêmes histoires, juste réécrites très légèrement, quelques paragraphes. Et on a découvert que le propriétaire de ce site web était un monsieur qui s'appelait John Ogden, qui, si vous ne le connaissez pas, il est américain et il était un policier en Floride qui a participé à une série d'histoires très controversées en 2016. Il a été pourchassé par le FBI pour avoir commis plein de violations. Il est allé en Russie, il s'est réfugié en Russie, il est devenu maintenant citoyen russe. Donc là, on a commencé à remonter la filière, à contacter ce Dougan, et on a découvert qu'il y avait des centaines et des centaines de ce type de sites web qui faisaient semblant d'être des sites d'information locaux en France, en Amérique, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et qui postaient des histoires copier-coller de journaux traditionnels, de sources d'information traditionnelles. Et ils avaient tous au milieu une petite histoire complètement incroyable sur un politicien ukrainien, Zelensky, des membres de son cabinet, des maires des grandes villes ukrainiennes qui étaient tous impliqués dans l'histoire de corruption, qui avaient été complètement fabriqués de toutes pièces. Et c'était complètement fabriqué par l'IA. Donc vous avez même une vidéo d'un lanceur d'alerte dans ce pays qui avait découvert l'histoire, etc. Et à chaque fois qu'on a regardé ces vidéos, on a vu que toutes ces personnes n'existaient pas. C'était des vidéos qui étaient entièrement générées par l'IA. Et une de ces vidéos, une de ces histoires qui était publiée sur un des sites, était censée être un site américain basé à Chicago, qui était écrit par une femme qui s'appelle Jessica Devlin. On a cherché, on a regardé la photo de cette Jessica Devlin, qui était censée être une grande journaliste aux États-Unis. On l'a jamais trouvée. Et on a vu que la photo était, en fait, c'était la photo d'une dame qui s'appelait Judith Battalion. On a volé sa photo et on l'a postée sur ce truc. Donc, encore plus intéressant, on s'est rendu compte que la plupart de ces histoires sont générées par l'IA parce qu'ils n'avaient tellement pas le temps, ils étaient un peu paresseux, que l'un de ces sites français produisait une histoire sur comment la Russie avait abattu des drones ukrainiens. Et au cours de l'histoire, on a eu l'impression que c'était une histoire normale. Et quand vous commencez à lire l'histoire, au milieu, vous voyez que vous avez une petite entrefilée qui disait tout ce qu'on dit sur Macron, c'est faux et c'est la Russie qui a raison dans ce conflit. Et c'était une petite phrase comme ça en plein milieu de l'histoire, juste. Et ils en avaient des centaines et des centaines. Et dans certains cas, ils faisaient des petites erreurs comme ça. Et on a tout à fait compris que cette opération était gérée en Russie. Merci beaucoup, c'est absolument fascinant. Une pluralité d'acteurs, certains poussés par des États, d'autres qui peuvent être un petit peu plus autonomes, un milieu concurrentiel, avec des visées économiques parfois. J'en profite pour citer ton ouvrage sur le crime organisé en Afrique, Mafia Africa, puisqu'il y a aussi une utilisation parfois du crime organisé à des fins d'influence. C'est un sujet qui nous ferait définitivement déborder du temps, mais gardez-le à l'esprit. Cheyenne, tu as évoqué des vidéos qui sont générées par IA, des usurpations d'identité. On se rappelle ici de l'opération Doppelganger, qui avait d'ailleurs au final touché le ministère des Affaires étrangères français, qui avait d'ailleurs permis excusez-moi, de faire un démenti, de pointer, d'avoir une accusation. Donc on voit que l'IA est utilisée de plus en plus. On a des sites qui vont être générés totalement par IA, qui vont pouvoir aller nourrir d'autres IA, par exemple les LLM, les chats, les chats que vous utilisez tous plus ou moins. Et peut-être avant une dernière question, peut-être avec une réponse aussi rapide que possible sur un sujet complexe, je vous prie de m'en excuser, mais beaucoup de gens vont utiliser ces LLM pour faire du fact-checking.
Comment est-ce que vous le percevez à ce niveau-là et comment est-ce que ça va impacter vos façons de faire, puisque c'est quelque chose qui est fait, c'est facile, c'est rapide, une question, une réponse, et que ce soit Claude Mistral, Chat ou tout d'autres, histoire de ne pas faire de jaloux. Donc comment est-ce que ça, vous le vivez? Est-ce que vous l'avez observé? Et comment est-ce que ça impacte? Et quel serait votre input là-dessus? Sans être technicienne, ce qui est sûr, c'est que l'IA aujourd'hui nous aide à identifier l'IA. Donc, il y a du bon aussi dans ces outils qui sont de plus en plus faciles à utiliser pour des non-experts, qui nous permettent d'aller au-delà du social listening classique, mais d'avoir vraiment une visualisation en temps réel de ce à quoi ressemble une campagne. Et déjà, dans la prise de conscience pour des institutions, c'est important de voir qu'une campagne, ça ressemble à une constellation d'actions simultanées, coordonnées, avec des cibles, avec des investissements. Tout ça n'est pas gratuit, etc. Donc on a ça, bien sûr, qui nous permettent ensuite de zoomer sur les acteurs, sur les passeurs, sur les anomalies, et ensuite de les traiter par un canal qui est en effet juridique, technique et largement européen aujourd'hui. Après, sur les LLM, on voit bien qu'une des grandes évolutions, c'est ce qu'on appelle poisoning the well, c'est l'idée de, et on le voit bien quand on va sur ChatGPT et qu'on pose une question, les références ne sont pas classées évidemment en fonction de leur fiabilité, et donc on peut avoir des sites de Spoutnik qui classent les réponses au même niveau qu'un site du Monde. Ça, pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais clairement, on voit de plus en plus que ça fait partie de la stratégie en fait de faire évoluer la capacité de ces outils à également nous tromper, en tout cas orienter la réponse. Alessandro? Ça dépend de l'IA, en bref. I would just add to... Moi, je voulais dire que, par rapport à ce que vous avez dit, moi, je crois que Grok, c'est l'une des choses les plus dangereuses dans ce monde. Quand il poste des messages nazis, par exemple, il y a une chose dont il faut se souvenir, c'est des modèles de langage comme ChatGPT et Grok. Ils sont en général formés pour nous faire plaisir, en fait, pour nous donner raison. Si vous posez la même question plusieurs fois, des tweets, par exemple, vous posez une question à Grok, est-ce que c'est vrai ou pas? Selon comment vous avez posé votre question, vous avez des réponses différentes. Donc, le fait de faire confiance à ces réponses, c'est pas une bonne chose, bien sûr. En même temps, l'utilisation de l'IA pour vérifier des faits, ça peut être assez révolutionnaire, mais on n'en est pas encore là, et Cheyenne peut en dire plus, je suis sûre. L'impact principal de l'IA, ce n'est pas seulement les deepfakes et comment ils nous trompent, mais ça joue vraiment sur l'idée que tout est faux et que tout peut être faux, en fait. Et on ne comprend pas parfois que le faux est vrai, mais on veut croire qu'il est vrai. Merci. Sur laquelle que je vais vous poser à tous, avant encore une fois de vous laisser scanner le QR code, tout ça, pour poser vos questions. Donc, on a vu un environnement qui est de plus en plus agressif, de manière désinhibée ou pas, une pluralité d'acteurs, parfois des acteurs qui vont se rejoindre de manière contextuelle, sans avoir une coordination qui relève de la doctrine, quand d'autres États sont très clairs sur ce qu'ils font. On voit des attaques régulières dans le monde numérique, dans le monde physique, l'un nourrissant l'autre, la fertilisation croisée qui a été évoquée, les populations civiles qui vont être ciblées en fonction de quel groupe social elles appartiennent, les processus électoraux qui sont à chaque fois des enjeux, les grands événements. On aurait pu évoquer aussi les Jeux Olympiques de Paris qui ont été l'objet de campagnes massives de désinformation, l'usurpation d'identité, de journaux, d'individus, etc. Donc on est réellement dans une attaque. Ça a été évoqué hier, cette question informationnelle, par les chefs d'état-major. Et puis, ce matin, l'amiral Vendier, à un moment, a dit qu'il était peut-être temps de retourner la table, qu'il fallait oser retourner la table. Donc, bien sûr, on se défend, mais à un moment, ne serait-il pas opportun d'être offensif
Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on l'envisage? Comment est-ce que ça se fait? Et je me tourne naturellement, alors tout le monde, je vous inviterai tous à répondre, mais notamment vers toi, Marie-Doa, puisque effectivement, ce n'est pas forcément le rôle initial ou l'image d'Épinal ou traditionnelle que l'on a des diplomates. Or, le monde changeant, eh bien, comment est-ce que vous vous appropriez ce volet-là? Merci de poser la question. Alors, ce sera un témoignage assez personnel sur cette question. Arrivant de 2 années à l'OTAN avec une vocation défensive, une alliance défensive, où on s'est beaucoup posé la question. A-t-on le droit d'être offensif dans le champ informationnel? Et on s'est heurté à des questions de doctrine, de règles d'engagement qui sont liées à celles qui prévalent à l'OTAN avec le triptyque paix, crise, guerre. Mon retour en France me fait dire qu'on a énormément de chance parce que côté armée comme côté diplomatie aujourd'hui, je pense qu'on ne se pose plus la question et on a adopté un triptyque qui est pertinent et qui fonctionne dans le champ informationnel et qui n'est plus celui de paix, crise, guerre, qui était complètement inopérant, mais vraiment cette notion de compétition permanente, de contestation avant l'affrontement. Ça a été pris très sérieusement côté armée depuis pas mal de temps, avec du coup des outils pour le comprendre, des outils techniques pour le comprendre, et surtout la compréhension du champ informationnel comme un élément clé du conflit. Côté diplomatique, je peux témoigner qu'on a la chance d'avoir un mandat également très fort, qui est de ne pas laisser passer des déclarations très agressives et de nous aussi développer un arsenal nouveau qui n'est pas complètement naturel pour des diplomates. Donc peut-être en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire être offensif? Pour nos chefs, ça veut d'abord dire riposter, parce que c'est ce qui est le plus visible. Et ouais. Donc ce qui est difficile, c'est que ça nous contraint à être toujours dans la réaction, mais néanmoins, être bon dans la réaction, c'est déjà, encore une fois, quelque chose qui n'est pas naturel pour des diplomates. On parlait de la gamification, etc. Donc nos outils d'analyse nous permettent aujourd'hui de bien comprendre ces différentes attaques dont on fait l'objet et de les qualifier comme des attaques. Et ça, encore une fois, un message très positif sur la France. Depuis les attentats, on a vraiment un temps d'avance sur pas mal de nos partenaires, y compris européens, sur la compréhension de ce qui se passe dans le champ informationnel comme des enjeux de sécurité et de défense et pas juste comme de la com, comme ça se raconte encore dans certains pays. Donc cette compréhension-là, elle nous a permis d'investir dans des outils, mais aussi dans des analystes, dans des nouvelles compétences qui n'étaient pas du tout présentes dans une direction de la communication, dans un ministère des Affaires étrangères, et qui ont permis de faire cette mutation d'une communication institutionnelle vers une communication qui se conçoit vraiment comme engagée dans un combat pour les perceptions. Donc, on peut débattre du thème influence, etc. Mais en tout cas, on a un mandat extrêmement clair de la part du président, du ministre, sur l'idée que le rôle de la diplomatie aujourd'hui, oui, c'est contribuer à rétablir les choses dans le champ des perceptions. Et donc reconnaître qu'on peut être très content de ce qu'on fait, de nos efforts, de nos investissements, etc. Mais ne pas rester à la phase qui est la phase d'indignation en se disant quelle ingratitude, pourtant on fait tous ces efforts et ça ne percole pas dans le champ informationnel, mais plutôt prendre ça comme une donnée de base et se dire comment est-ce qu'on fait maintenant pour travailler le champ informationnel, pour rendre justice à nos efforts diplomatiques, justement. Donc voilà, il y a ça, une structuration, il y a la riposte. Alors il y a quelques semaines, vous l'avez peut-être vu, on a créé un nouveau compte qui s'appelle French Response en anglais, justement pour répondre à l'évolution de ce qu'on voit dans le champ informationnel. Et là, peut-être un mot de ce qui se passe en 2025, parce que autant depuis les attentats, depuis pas mal de temps avec la création de Viginum, on s'est équipé pour analyser, identifier techniquement ce qu'on appelle des modes opératoires, donc des acteurs, des structures, et pouvoir les identifier, donc les caractériser, imputer une action et éventuellement l'attribuer politiquement. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il ne suffit pas de suivre des fermatrolls, en fait. On a aussi, notamment avec la sphère MAGA et notamment avec d'autres partenaires désinhibés, et je pense à Israël, qui fonctionne avec des réseaux affinitaires très forts, des ONG, etc. On a juste des vrais gens qui ont vraiment 30 millions de followers, qui vraiment investissent le champ informationnel avec des récits extrêmement hostiles à la France. Et là, on vient de traverser une phase très intéressante avec la reconnaissance de la Palestine. Je peux vous dire qu'on l'a senti passer en voyant le nombre d'attaques en fait, qui arrivent de partout. Et là, je pense qu'on a une conscience très claire qu'il ne suffit plus d'avoir une approche technique
de caractériser et d'imputer, mais il faut avoir une approche aussi sur les récits, les narratifs, et donc pour ça, préparer ce qu'on conçoit maintenant vraiment comme des munitions, en fait, des arguments pour défendre notre action et surtout des choses prêtes à l'emploi. Alors, Alessandro a parlé de gamification, là encore, c'est pas naturel, mais oui, bien sûr qu'on réfléchit maintenant en termes de blagues, de memes, etc., pour gagner ce combat des narratifs en temps réel. Je voudrais juste dire rapidement quelque chose sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut qu'on reconnaisse tous que c'est une technologie, jusqu'à il y a quelques années, moi j'étais le type qui venait à ces genres de conférences et disait il faut qu'on se calme, on en parle un peu trop sur l'intelligence artificielle. Ça ne c'est plus du tout de l'actualité. Il faut vraiment qu'on reconnaisse tous que cette technologie avance avec une rapidité incroyable. Chaque mois, on voit des choses qui n'auraient pu être pas possibles juste quelques mois avant. La vitesse à laquelle la technologie produit des contenus de haute valeur est extrêmement surprenant, mais en même temps, ça me fait peur. Donc, il faut qu'on soit tous mettre à la page avec l'intelligence artificielle. Demain, c'est trop tard. Il va changer nos vies jusqu'au point où on ne va plus le reconnaître, mais en même temps, il faut comprendre qu'il y a des risques qui vont avec. Le conflit entre l'Israël et l'Iran est la première fois que nous avons vu l'intelligence artificielle étant l'outil principal de mésinformation des deux pays. On a vu aussi en Ukraine, aussi en Gaza, mais l'Iran, l'Israël et avant l'Inde et le Pakistan aussi, où l'intelligence artificielle était utilisée directement pour influencer le conflit même. Si on parle des vidéos qui ont été créées, des dégâts à Tel Aviv, par exemple, des vidéos avec les sites de missiles, les bases de missiles en Iran qui étaient faux, ils étaient faux, mais ça avait l'air vraiment réaliste. Et dans un cas précis, nous avons eu le ministre des Affaires étrangères israélien, c'était à fin juin, quand Israël a frappé une prison au terrain. On a eu une vidéo affichée qui était mise en ligne par le ministre des Affaires étrangères de ce vidéo. Ils avaient fait le frappe, mais la vidéo que le ministre a mis était générée par l'intelligence artificielle. Beaucoup d'agences de journalisme à travers le monde ont republié ces vidéos qui étaient faux. Donc, je pense que quand on parle de regarder les faits avec les LLM, les MLL, moi, je les utilise, ces modèles. Grok, je l'utilise tous les jours. Ils m'aident à faire les tâches qui devraient me prendre plusieurs heures. Maintenant, avec ces modèles et Grok, je peux les faire dans quelques minutes. Donc, ils sont incroyables dans plusieurs domaines. Mais quand on parle de vérifier les faits, parce on vit dans un monde où il y a beaucoup de colère parmi les peuples, les gens pensent qu'ils peuvent faire confiance à ces outils. Ils posent des questions à ces outils, de parler de ce qui se passe à Gaza, qu'est-ce qui se passe dans la guerre. Les gens, ils demandent à X, ils demandent à Grok, est-ce que cette frappe était vraie? Est-ce que cette vidéo qu'on voit sur la famine en Gaza, est-ce que c'est vrai? Et dans beaucoup de cas, les réponses sont complètement fausses. Par exemple, il y avait cette image l'année dernière qui était devenue virale d'une jeune fille dans une cuisine communautaire à Gaza. Elle était très pâle, très maigre. Et cette photo était publiée par plusieurs agences de presse. Et Grok, on a demandé à Grok, est-ce que c'est vrai? Ils ont dit non, non, c'est faux, il date de 2014. C'était une fille yazide qui était capturée par l'ISIS. Mais en fait, la photo était vraie. La photo a été prise à Gaza juste quelques jours avant que les gens posent la question sur Grok. C'était un photographe de AP qui l'avait pris. Donc beaucoup de gens sont convaincus, et même aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui, qu'on a dit non. Quelqu'un a dit, c'est moi-même qui a pris la photo, j'ai bien vu cette fille de mes propres yeux, voici où j'ai pris la photo dans la cuisine publique à Gaza. Les gens, ils ont dit, ben non, vous croyez pas, parce que c'est Grok qui m'a dit que ça date de 2014. Donc on est dans une époque, d'une certaine manière, c'est une technologie énorme qui va transformer nos vies, mais en même temps, il va rendre nos vies encore plus difficiles. Et ça va être plus difficile pour nous tous de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et ça m'inquiète beaucoup. Et une autre chose qui m'inquiète, un autre aspect qui m'inquiète, que je vois de plus en plus, c'est, comme vous avez dit,
quand ça devient si difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, il y aura des vidéos, des images, des événements qui sont vrais et qui sont très importants d'en parler, mais les gens vont dire non, c'est pas vrai parce que ça doit être l'IA. On a eu plusieurs exemples à Gaza, en Ukraine, et ça m'inquiète aussi. Donc on est dans une rentrée, dans un air très excitant, très intéressant, mais aussi vraiment qui me fait vraiment peur. Ce qui fait peur, justement, c'est aussi, au-delà de la question de l'IA, c'est qu'on est vraiment dans le monde réel, dans une question de croyance et de perception, et que quoi qu'on fasse, quand on démontre les faits, point par point, quand on démontre que c'est de l'IA, quand on démontre que les voix ont été imitées, que les vidéos sont fausses, que les faits ne sont pas réels, et bien souvent, on n'est pas cru. Haters gonna hate. Et en fait, c'est devenu extrêmement compliqué de combattre ça. Et typiquement, dans le contexte africain, en plus, on va, en tant qu'AFP par exemple, typiquement, on n'est même pas un média public, contrairement à ce que beaucoup pensent, mais on va être accusé systématiquement de faire le jeu de la France. Et ceux qui sont déjà convaincus de tout ça, quand on démontre les choses par des faits, en fait, malheureusement, ça ne change pas grand-chose. Et c'est un message un peu pessimiste. J'ai pas la solution à tout ça aujourd'hui, mais je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte. Donc on s'adresse à ceux qui veulent comprendre. On fait appel à l'intelligence des gens, mais c'est compliqué. Juste un dernier point sur l'intelligence artificielle. 2 points. Le premier à Gaza, par exemple, on avait vu comment l'IA a été utilisé au début. Et ça revient à ce que Lucia a dit. Le dernier point, c'est que les gens ne croient pas ce qui est vrai. Tout au début, les images qui circulaient, qui étaient clairement faux, qui étaient générées par l'intelligence artificielle, ils étaient extrêmement faux, faits, et c'était facile à voir. Un homme palestinien qui avait 4 mains, 4 bras, qui avait 5 enfants sur le dos, comptait sur son vélo, je ne sais pas. C'était fait exprès pour dire, regarde, voilà l'intelligence artificielle, c'est faux. Et c'était pour éduquer les gens. Mais ça le faisait croire après que tout serait faux si c'était généré par l'intelligence artificielle. Pendant très longtemps, l'intelligence artificielle marchait que dans les conflits comme Israël, Iran, Pakistan et l'Inde. On n'avait pas des vraies images, mais au Gaza, on a des vraies données. Donc on ne pensait pas que l'IA n'allait pas marcher parce qu'on avait des vraies images. L'Ukraine aussi, on a énormément d'images. On n'a jamais généré tant d'images, de tétrabits d'images qu'on envoie à l'Ukraine. Beaucoup plus qu'il y a dans tous les conflits mondiaux auparavant. Mais maintenant, on est confus maintenant. On ne sait plus maintenant ce qui est vrai. Donc il est efficace non pas seulement dans les conflits, l'intelligence artificielle, où l'IA peut imaginer des images et des horreurs, mais même dans les choses qu'on sache, les choses de tous les jours qu'on connaît nous-mêmes, même dans le quotidien, on ne sait plus ce qu'il faut croire. Et même les vérificateurs des faits sont submergés, ils ne peuvent pas tout regarder. Et toutes les instances, même, on ne sait pas ce qui est vrai. On ne sait pas à quels instants on peut croire. On va rater les choses très importantes et on va croire des choses qui ne sont pas vraies. Passer aux questions, on a un public qui a été particulièrement actif sur les questions. Alors, il y en a une effectivement qui est passionnante, qui traite de la force morale sur le champ de bataille. Alors, on n'a pas de militaires sur le sujet. Je vous renverrai aux travaux du CCF, par exemple, de l'Acadème, à l'école militaire, qui aborde ces sujets-là notamment. Mais il y a une question qui a disparu tout à l'heure, que je vous poserai bien à l'ensemble du panel, quant à savoir quelles sont, qui questionnaient sur les vulnérabilités. Quelles étaient, quelque part, les plus grandes vulnérabilités au moment où on a une désinformation qui rejoint un petit peu cette question de la désinformation. N'est-elle pas un enjeu de guerre qui grandit chaque jour? Et en fonction de vos réponses, quelles en seraient donc les principales vulnérabilités? Beaucoup de questions, on aimerait répondre à tout, mais je pense que ce sera compliqué. La vulnérabilité, évidemment, c'est l'impact et c'est ce qu'on appelle...
ce que la communauté MAGA a réussi à imposer comme des faits émotionnels, en fait. C'est ça le risque. Alors on se dit qu'on est peut-être un peu immunisé parce qu'on est un peuple rationnel, etc. Mais bien sûr qu'on ne l'est pas. Donc la vulnérabilité, c'est celle-là. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des exemples, notamment au niveau européen, de certains pays qui ont vraiment investi dans l'éducation sur ces sujets. Et je pense aux pays scandinaves, mais il y a vraiment des études qui sont quand même assez frappantes sur le fait que lorsqu'on montre à des petits-enfants de 6 ans en Suède ou en Finlande certains types d'images, ils sont tout à fait capables non seulement d'identifier qu'elles ont été faites avec de l'IA, bon évidemment certaines, mais surtout ce qu'on leur enseigne, c'est un mouvement de recul pour analyser l'impact sur leurs émotions de telle image, de tel message en fait. Ce qui donne ensuite des populations résilientes qui ne suivent aucun compte de Russia Today, non pas parce que le compte a été banni, mais parce qu'ils identifient ça comme de la propagande immédiatement et ils ne sont pas intéressés. Et donc, et d'ailleurs, dans l'étude que je mentionne sur cette image d'IA, la même image a été montée à des adolescents américains de 16 ans qui n'ont pas identifié comme de l'IA. Donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça se travaille. Il y a une dimension d'éducation et je pense qu'on en est très conscient en France que la réponse, elle sera forcément cross-government. En fait, elle passe par l'éducation nationale, elle passe par des organes comme le CLEMI qui travaillent ce genre de sujet. Merci. Je pense qu'à mon avis, la plus grosse vulnérabilité qu'on a aujourd'hui, et ça, c'est rapport à tout le monde, c'est on confirme nos propres perceptions, a priori. Je pense que c'est ce que je vois, par rapport à ce que je vois tous les jours, c'est vraiment le levier, le moteur le plus fort de des informations sur Internet. C'est pourquoi ce qu'on appelle confirmation bias, c'est de confirmer nos préjugés. Ça existe depuis très longtemps, depuis des siècles. C'est normal en tant qu'être humain. Il y a énormément d'études qui ont été faites, mais le média social l'a aggravé le problème énormément. Parce qu'aujourd'hui, en tant que consommateur qui consomme énormément des informations par l'Internet et sur les réseaux, on ne voit pas les points de vue des autres. On voit nos propres points de vue. On voit une certaine partie, on aime bien ce qu'ils disent, on le partage, on partage avec d'autres. Et le reste du temps sur les plateformes, on va être nourri avec ces mêmes contenus, les mêmes contenus avec lesquels on est d'accord. On va bien voir qui nous challenger sur nos propres points de vue. Donc, cette confirmation bias qui est encouragée en plus par les réseaux, moi je pense que c'est le risque, la plus grosse menace et que ça s'empire. Je verrais deux vulnérabilités. Alors, il y a quand même une question importante, c'est celle des langues vernaculaires. Alors, c'est particulièrement le cas en Afrique, mais c'est aussi le cas en fait dans plein de régions du monde où des populations rurales qui vont sur les réseaux sociaux et partagent énormément de contenu dans des langues qui ne sont jamais fact-checkées, jamais débunkées, et qui passent complètement sous le radar en fait de tout ce qui est fait par les grands médias, par les gouvernements, etc. Donc ça, c'est déjà un gros problème. Et l'autre évident, c'est le désengagement des plateformes de plus en plus. Sur ces questions-là, on a des partenariats avec Facebook, avec Google, avec TikTok, etc. Évidemment, l'heure n'est pas aux réjouissances. Aux États-Unis, typiquement, les contrats ont été coupés, par exemple, pour les réseaux de fact-checking. On s'attend quand même à ce que ces tendances se poursuivent ailleurs en Europe et ailleurs. Donc voilà, et puis non, c'est un vrai souci. Par exemple, tout ce qui est sponsorisé sur les médias sociaux, ça rapporte énormément d'argent aux plateformes et ça représente des moyens de contournement parce que pour elles, c'est beaucoup plus compliqué en fait de venir baisser la viralité ou mettre des avertissements typiquement sur ce genre de publication. All of the above. Moi, je dirais tout ce qu'on vient de dire. Je trouve que ce sont des vulnérables. Je rajoutais juste une chose qui est peut-être moins évidente quand on parle de ce sujet, et c'est l'infrastructure. L'infrastructure technologique et numérique. L'infrastructure qui collecte les données et qui les partage et qui analyse, c'est la même infrastructure partout. Et ça va de ce que vous avez sur votre bureau, ce que vous mettez sur les réseaux, ce que vous regardez sur votre écran,
ce que vous partagez avec les autres. On est toujours en train de collectionner les données sur vous. On a la même infrastructure qui collecte des données sur les accès aux aides humanitaires, par exemple, pour avoir les empreintes digitales, par exemple, pour distribuer des fonds. C'est la même infrastructure. C'est cette même infrastructure qui est utilisée, qui est utilisée depuis les mêmes décennies. C'est cette même infrastructure qui est utilisée pour l'intelligence artificielle sur les machines. Et ça, c'est une vulnérabilité. Toutes ces données qui sont collectionnées, on ne le voit pas, donc on ne se rend pas compte. Quand on interagit avec ces données, nous générons aussi de nouvelles données qui peuvent être collectées et utilisées contre nous. Rapide pour une ultime question, il y en a beaucoup. Il y en a une qui parlait de Telegram. Choisir est toujours difficile, mais pour savoir si Telegram était le réseau sur lequel on avait le plus de désinformation. Alors Telegram qui a été très largement utilisé, notamment en Ukraine. Donc je vous propose de prendre cette question qui se jette à l'eau pour y répondre. Moi, juste un premier élément qui est que, en effet, Telegram est souvent le primo-diffuseur, enfin c'est le lieu de la primo-diffusion. Et donc dans les outils auxquels je me référais, des outils d'analyse du champ informationnel, ce que ces outils permettent, c'est de gagner du temps pour la réaction, dans l'anticipation, en capturant ces récits, ces narratifs, le plus tôt possible lorsqu'ils apparaissent dans des groupes fermés où ils sont testés et avant qu'ils apparaissent sur les réseaux sociaux. I don't know that I... Je ne dirais pas que c'est pire. Est-ce que vous avez vu TikTok ou Facebook ou Instagram? Ils sont tous assez terribles sur cette question en particulier. Je ne dirais pas que c'est forcément pire. Ce qui est intéressant avec Telegram, par contre, c'est que... tout d'abord, Telegram est massif. Ce n'est pas au niveau mondial. Il a presque 1 milliard d'utilisateurs. So, la plupart des gens qui utilisent Telegram sont les gens normaux, quoi, qui l'utilisent pour plein de choses. En plus, en Proche-Orient, les gens l'utilisent comme WhatsApp, par exemple. Mais beaucoup de gens, surtout les Occidentaux et aussi dans d'autres parties du monde, ils veulent l'utiliser pour les choses pas très claires, des fois même des choses illégales, ou pour les extrémistes. Ils utilisent Telegram parce qu'il y a très peu de modérateurs. Il y a très peu de contrôle, beaucoup moins que sur Facebook, ou X ou Instagram, par exemple, ou même Snapchat ou les autres plateformes principaux. Donc, dans ce sens-là, pour le travail que je fais moi, Telegram, c'est peut-être le plateforme le plus important. Il faut qu'on le vérifie tous les jours parce qu'il y a les gens importants qui l'utilisent, les influenceurs. Surtout les gens qui sont virés de Facebook ou X ou YouTube, souvent, on va les retrouver sur Telegram. Mais aussi, il y a beaucoup des opérations qui passent sous le radar sur Telegram, qui sont très difficiles à tracer et trouver. Mais en même temps, si vous êtes intéressé par ce genre des enquêtes journalistiques, il faut absolument que vous soyez sur Telegram et connaissez bien la plateforme. Il est temps de nous quitter. On aurait pu rester là très longtemps. Je suis désolée qu'il y ait des frustrations sur les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais ça sera une excellente raison pour vous de nous retrouver et de continuer ces discussions qui sont majeures. Voilà, j'allais vous demander d'applaudir nos speakers. Et merci à vous tous et à la FMES pour l'organisation.